la présentation que je fais ici est d'une certaine façon une synthèse de deux travaux qui sont à peu près terminés aujourd'hui. Un avec un collègue post-keynésien qui s'appelle Engelbert Steckhammer, et un autre avec un collègue plutôt un collègue de l'OCDE qui s'appelle Sébastien Miroudot. Et avec tous les deux, on a fait des travaux d'une part macroéconomiques, d'autre part au niveau sectoriel, sur cette question de la financiarisation et du lien avec la dimension internationale. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est, je vais vous présenter quelques résultats chiffrés. J'essaie de ne pas être trop technique. L'histoire que je voudrais vous raconter, tout simplement, c'est que une partie des profits financiers sont remontés dans la chaîne globale de marchandises depuis les pays du Sud. Donc il y a une partie, une nouvelle forme d'échange inégal qui existe. Ce n'est qu'une partie de l'histoire de la financiarisation, mais à mon sens, en fait partie. Alors, voilà la structure de ma présentation. Donc d'abord, je vais vous présenter cette question du mystère des profits sans accumulation. Ensuite, je vous présenterai un cadre concept général pour essayer de réfléchir à ce que sont les profits, ce que sont les investissements à l'époque de la financiarisation et de la mondialisation. Ensuite, je reviendrai sur l'hypothèse de l'échange inégal et j'apporterai des éléments empiriques pour, sinon tester, du moins essayer d'attester de la plausibilité au moins partielle de cette hypothèse. Alors, le mystère des profits sans accumulation. Donc, excusez-moi, certains slides sont en français, d'autres sont en anglais. Donc, le mystère des profits sans accumulation, ben, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a, je vais directement passer au graphique, hein, qu'il y a, si vous voulez, une tendance au déclin du ratio investissement sur profit. Ça renvoie à l'idée suivante que les profits ne sont pas réinvestis. Ça renvoie à l'idée simple que les profits ne sont pas réinvestis. Et ça, c'est bizarre. Si on est marxiste, en tout cas, c'est bizarre. Si on est libéral aussi, c'est bizarre. Normalement, si on fait des profits, c'est-à-dire si c'est rentable, ben on réinvestit pour faire encore plus. Là, il y a vraiment un problème théorique, enfin un problème théorique et empirique extrêmement important dont il faut se saisir. Alors, comment on peut analyser ça? D'abord, deux éléments de définition, puisque je vais essayer de vous parler de ce paradoxe au moment de la financiarisation et de la mondialisation. D'abord, qu'est-ce que j'appelle ici financiarisation? Il y a plusieurs éléments, mais l'idée c'est qu'il y a une augmentation de l'argent reversé par les firmes non financières au secteur financier. Puis on a une autre idée qui est l'idée que les profits, une part des profits sont réalisés par le biais d'investissement financier. Tout le monde a saisi les deux idées. Premier côté, on pompe l'accumulation réelle pour la finance, et deuxième idée, l'idée que via la finance, on ne sait pas trop comment, mais via la finance, on fait des profits. La mondialisation, ça va être pensé comment ici, à travers deux idées. L'idée d'une augmentation des importations depuis les pays à bas revenus et de nouvelles opportunités d'investissement dans les pays émergents. Alors, voyons un peu plus dans le détail maintenant. C'est des équations, mais c'est vraiment hyper simple, je vais les lire. D'où viennent et où vont les profits? D'où viennent les profits? Les profits viennent de l'exploitation, très bien, mais ils peuvent aussi venir de quoi d'autre? De l'augmentation de l'exploitation à l'étranger. Si on fait l'hypothèse, on reverra là-dessus, que l'échange est inégal, une partie des profits au nord peuvent venir de l'exploitation à l'étranger. Et puis troisième élément, les profits viennent de l'augmentation de la richesse financière, typiquement dynamique financière. Inversement, à quoi servent les profits? Les profits servent à des choses, ils sont normalement investis. Histoire simple, les capitalistes accumulent, donc ils font des profits, ils réinvestissent. Mais ils peuvent également être distribués sous forme de revenus aux propriétaires. Ils peuvent être également utilisés pour acheter de nouveaux titres financiers. Et puis également, ils peuvent être investis à l'étranger. Bref, si vous voulez, il y a des fuites possibles dans le circuit qui va des profits à l'investissement. Tous les profits ne sont pas nécessairement réinvestis. Donc là, on a plein d'éléments pour réfléchir. Alors ça correspond... Donc voilà, là, je reprends un peu la même idée. C'est donc les investissements... Les investissements peuvent être réinvestis, mais il y a trois fuites dans le circuit. Première fuite, c'est ce qui est reversé à la finance. Deuxième fuite, c'est ce qui est investi en titres financiers. Troisième fuite, c'est ce qui est investi à l'étranger. Donc du point de vue de l'offre, on peut avoir une fonction d'investissement de ce type-là. Alors, maintenant, essayons de manière un peu plus intuitive de voir quelles hypothèses on peut mobiliser pour penser ce paradoxe des profits sans investissement. Eh bien, si vous voulez, vous allez avoir... ces deux facteurs qui sont donc financiarisation et mondialisation. Première hypothèse que je ne vais pas traiter ici, mais qu'on traite dans le travail, c'est
celle qui a été le plus souvent utilisée. C'est-à-dire l'idée que les entreprises investissent moins parce qu'elles remontent des profits directement aux actionnaires. Elles les versent aux actionnaires, donc elles n'ont plus de cash pour investir. Ça, c'est la première histoire, c'est l'histoire la plus souvent présentée. Il y a une deuxième histoire qui est un peu plus ambiguë, qui est de dire qu'en fait les entreprises sont devenues des sociétés financières. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles investissent en titres financiers et elles retirent du cash. Et bon, j'ai des graphes plus loin, si on a le temps de la présentation, je vous les présenterai, mais qui montrent qu'en fait, ces deux éléments vont strictement en parallèle. Depuis le début de la financiarisation, les entreprises ont donné de plus en plus d'argent au marché financier, mais en même temps, elles ont reçu de plus en plus d'argent des marchés financiers. Donc vous avez une espèce de parallèle là, qui est important. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, je me concentrerai sur la deuxième histoire, qui est liée avec la mondialisation. Et donc, je vais maintenant directement vous présenter cette histoire avec ces deux aspects. Un port à moindre coût et une possibilité d'investissement étranger. Donc, voilà, l'hypothèse que j'en ai évoquée, c'est celle de l'échange illégal, capturer la valeur dans la chaîne globale de marchandises et investir dans les pays émergents. Alors, bon, l'échange illégal, c'est quelque chose que beaucoup d'autres vous connaissent comme cadre d'analyse. On peut, sans vouloir remonter trop loin, mais c'est un concept clé pour penser l'échange illégal, c'est le concept de chaîne de marchandises. C'est l'idée, si vous voulez, que les activités économiques sont reliées par des chaînes marchandes, mais qu'entre ces chaînes marchandes, tout le monde n'a pas le même rapport de force, tout le monde n'a pas le même poids, tout le monde n'a pas le même pouvoir de marché. Et ce que dit Wallerstein, c'est qu'en gros, plus un chaînon est concentré, plus il va accaparer une part importante des profits de l'ensemble de la chaîne. Donc autour de ça, de cette idée de surversion, va se développer, c'est pas le seul élément, mais ça sera un des éléments importants dans les approches dépendantistes. Alors ça va être critiqué par une série de marxistes qui vont dire ça met trop l'accent sur la dynamique de l'échange marchand, pas assez l'accent sur la dynamique de production, la dynamique propre au rapport productif capitaliste. Donc voilà, on a un peu un débat de ce type-là. Ça, si vous voulez, c'est le débat qui serait au début des années 80. Mais les années 80, il se passe vraiment quelque chose de spectaculaire. Ça va être d'abord la poursuite de la très forte industrialisation, très rapide industrialisation asiatique, et dans le même moment où les expériences plus d'autocentrées, propres à l'Amérique latine, arrivent en échange. Puis ensuite, on va avoir le décollage de la Chine. Donc si vous voulez, empiriquement, cette approche dépendantiste, elle va en prendre un sacré coup. Alors pourtant, à mon sens, elle garde une partie de vraisemblance qui est liée à ce que Freeman appelait le grand doublement, the great doubling. Et c'est là aussi l'idée de l'armée de réserve. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, la force de travail globale, mobilisée qui peut être mobilisée par le capital à l'échelle globale, c'est-à-dire de manière ouverte, où le commerce peut se faire, l'investissement peut se faire, va donc passer de 1,5 million à 3 millions de milliards de travailleurs, 1,5 milliard à 3 milliards de travailleurs. Donc c'est vraiment un choc majeur. C'est un choc majeur. Et l'hypothèse toute simple qu'il y a là, c'est de dire qu'un choc majeur comme ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur le rapport capital-travail. C'est quand même une opportunité merveilleuse pour le capital. C'est vraiment un renforcement de la position du capital extrêmement importante. Et donc, l'idée... je reviendrai un petit peu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ce choc majeur du côté du travail à l'échelle globale va se traduire par deux phénomènes. D'une part, un développement industriel rapide dans une série de pays émergents, avec une baisse des prix industriels, et d'autre part, dans les pays du Nord, une désindustrialisation associée à la financiarisation. Donc voilà, il y a l'idée qu'on a ces trois éléments, si vous voulez, industrialisation rapide et baisse des prix des produits industriels au sud, financiarisation et industrialisation au nord, et troisièmement, qu'on a l'armée de réserve. Et bien avec ça, il y a peut-être une histoire à construire. Alors, quel est l'argument? L'argument, c'est que dans ce grand choc de libération transformation post-socialiste, ouverture de pays comme l'Inde, etc., on se retrouve avec la possibilité pour les firmes oligopolistiques du Nord de faire remonter une partie des profits depuis les pays du Sud. Et pourquoi elles veulent faire remonter les profits? Parce que justement, elles sont oligopolistiques. Alors que les entreprises du Nord, elles sont en mesure de les mettre en concurrence. C'est dans ce sens-là qu'il y a bien échange inégal, dans la mesure où l'accès aux consommateurs, l'accès aux technologies clés reste encore concentré dans le Nord, et d'une certaine façon, même s'il y a industrialisation au Sud, c'est une industrialisation subordonnée. Donc, pour là encore être un petit peu
plus précis, évidemment qu'il y a, contrairement à ce qu'expliquait la théorie de la dépendance, il y a industrialisation, il y a développement au sud. Alors, bon, il y a ce développement-là, mais ça signifie quoi en termes marxistes? Ça veut dire qu'il y a de la plus-value qui peut être réinvestie et qui conduit à un développement au sud, mais il y a aussi de la plus-value qui peut remonter au nord. Si vous voulez, il y a une masse gigantesque de plus-value qui est créée par l'armée de réserve, par la mise à disposition de l'armée de réserve à l'échelle mondiale, et cette masse gigantesque de plus-value, elle suffit d'une part pour financer l'investissement au sud, et d'autre part pour subventionner les profits de monopole au nord. Bon, et du coup, ça explique, ce qui est bien avec cette explication, c'est que ça explique aussi pourquoi on n'investit pas au nord. Pourquoi on n'investit pas au nord? Eh bien parce que on préfère mobiliser les ressources des entreprises du Nord à organiser cet approvisionnement à l'échelle globale. On préfère mettre l'effort entrepreneurial là-dessus. Et on préfère aussi investir au Sud, où justement la capacité à générer de la plus-value est plus importante que là. Alors vous voyez, là vous avez une explication qui est éventuellement intéressante parce qu'elle permet à la fois d'expliquer la subvention au profit du Nord, ce qui est en lien avec la financiarisation, et d'autre part, expliquer pourquoi l'investissement n'a pas lieu au Nord. Dit encore peut-être la même chose, mais dit avec une autre phrase très simple. Les profits liés à la mondialisation, dans le cadre de l'échange inégal, ont lieu au Nord, mais ils ne sont pas le résultat d'opérations productives au Nord. Voilà. Donc, on n'a pas intérêt à investir au Nord. Voilà un petit schéma pour illustrer la même idée. Donc, nouveau contexte de la mondialisation, on a une armée de réserve globale, ça donne deux choses, ça baisse le prix des imports, et ça donne de nouvelles opportunités d'investissement. Donc ça veut dire quoi? Ça donne des profits supplémentaires, et ça donne en même temps une moindre incitation à investir à l'avenir. Voilà, alors maintenant je vais vous donner quelques éléments empiriques pour illustrer cette idée. Premier élément empirique, c'est la part des imports depuis les pays à bas salaire, les moins développés, là c'est une partie, les developed, voilà, les pays en développement, moins les imports des pays exportateurs d'énergie. Donc pour ne pas avoir le biais lié au... Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous avez une augmentation très nette, qui est liée essentiellement avec le commerce avec la Chine, pour le Japon et les États-Unis, mais en Europe, l'augmentation est néanmoins très forte. Même en France, où elle est plus modérée, on a quand même, ça passe de 10% des imports à 20% des imports. Donc c'est quand même quelque chose, là, il y a un impact qui est significatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas réussi, enfin, j'ai pas trouvé, il n'existe pas, les prix par pays d'origine pour les pays européens, mais on a quelques éléments pour les États-Unis. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les prix des imports venus de Chine et des nouveaux pays industrialisés diminuent ou augmentent très faiblement, contrairement aux échanges avec les pays industrialisés où les prix augmentent et l'échange avec l'Amérique latine qui, elle, se désindustrialise dans la période. Ça veut dire quoi ce graphique? Ça veut dire que les produits industriels produits par les nouveaux pays en développement sont moins chers. C'est aussi cohérent avec l'hypothèse qui est formulée plus haut. Autre élément empirique, cette fois-ci de l'autre côté, du côté des investissements. Et alors, c'est assez difficile à saisir là encore, mais on peut quand même faire l'hypothèse qu'il y a un effet de substitution. Alors, je vais vous commenter un peu ce graphique avec plein de lignes, mais je pense qu'on va y arriver quand même. Alors, premier élément, en vert, c'est donc la ligne verte, c'est les investissements dans les pays en développement. Les investissements étrangers dans les pays en développement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils augmentent en proportion du PIB mondial. Ils passent en gros de 40%... Alors attendez, que je me perds pas dans mon graphique. C'est à droite. Merci beaucoup. De 4 à 6%. Donc ils sont très minoritaires, mais ils augmentent de manière importante. Bon. Deuxième élément, les éléments depuis les pays en développement vers les pays du Nord. Donc, ils augmentent, mais le gap reste relativement important. Troisième élément, le PIB, les investissements directs étrangers dans le monde ont tendance à augmenter de manière importante. Donc, voilà, il y a bien, si vous voulez, la part des investissements nets
c'est celle-ci. Hein. La part des investissements nets dans les pays du Sud moins ceux reçus depuis les pays du Sud est stable, mais dans un contexte où le stock global d'investissements directs étrangers augmente. Donc, hein, cette idée qu'il y a un shift est plausible et fonctionne. Il y a globalement, si vous voulez, une augmentation par rapport au PIB mondial du poids des investissements directs étrangers dans les pays du Sud depuis les pays du Nord. Donc ça tient avec notre hypothèse. Qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre, hein? Ça, c'est un autre indicateur de flux d'investissement direct étranger. C'est le rapport entre investissement direct étranger net et à l'extérieur et en pourcentage de l'investissement domestique. Et là encore, hein, bon, j'aurais dû couper en fait, le graphique pour enlever les deux pignes et qu'on le voit, mais la tendance est assez nettement à la hausse pour l'ensemble des pays en développement. Alors c'est très heurté, hein, puisque ça dépend des opérations, mais il y a bien une tendance à substitution à l'investissement étranger par rapport à l'investissement domestique. Alors, j'avais un deuxième type d'élément empirique que je vais vous présenter rapidement, hein, sans rentrer dans le détail de la manière dont c'est élaboré. Ça, c'est pour les 8 pays les plus importants, les plus riches dans les pays développés, et les 7 pays les plus riches dans les pays, enfin les plus importants dans les pays émergents. Alors, et c'est par industrie, hein, donc il y a une vingtaine d'industries. Qu'est-ce que représente ce graphique? En haut, c'est le ratio investissement sur profit, et là, c'est le changement en emploi. On va juste s'intéresser à en haut, en bas. Si vous êtes en bas, c'est que ça se financiarise. Si vous êtes en haut, c'est que ça ne se financiarise pas, c'est que vous vous développez. Eh bien, le graphique il montre que la financiarisation, c'est purement une histoire du Nord, hein, qui n'existe quasiment pas dans les pays du Sud, tel que je l'ai défini. Hein. Évidemment, il y aurait d'autres définitions possibles, mais pour le cadre restreint dans lequel je l'ai défini, c'est uniquement une histoire du Nord. Donc c'est également plausible par rapport à l'histoire qu'on a racontée. Maintenant, si on fait le lien entre... je vais passer sur ce graphique, juste commenter ce dernier graphique, puis je conclurai. Si on fait le lien entre financiarisation et type de forme d'insertion internationale des différents secteurs, type d'internationalisation des différents secteurs. Là, vous avez 3 types de stratégies. Soit, en gros, vous n'insérez pas tellement la mondialisation. Hein, c'est les points en vert. Donc, c'est-à-dire que depuis, sur la période considérée dans l'étude, c'est-à-dire une dizaine d'années, vous n'avez pas augmenté la part du commerce avec l'étranger, la part de vos imports d'étrangers. Vous pouvez vous financiariser. Il y a une possibilité de financiariser. Mais il y a également, hein, dans les autres secteurs, si vous êtes très exposé à la concurrence internationale ou si vous avez beaucoup recours à la sous-traitance, là aussi vous allez vous financiariser. Donc on peut imaginer la financiarisation, qu'on peut avoir l'histoire de la financiarisation qui est une histoire de rente. Si vous voulez, c'est des entreprises de télécom hein, qui font beaucoup de profits sans investir parce qu'elles ont une position de rente. Mais vous pouvez aussi avoir une autre histoire de la financiarisation qui est celle que j'ai développée autour de l'échange inégal. Hein. Vous faites remonter de la plus-value grâce à de l'outsourcing. Vous ne transférez pas, dit autrement, vous ne transférez pas aux consommateurs les gains de la mondialisation, vous les gardez pour les profits. Bon, il me reste une minute pour conclure. Il y a une autre histoire que je n'ai pas racontée qui est sur le lien entre financiarisation et mondialisation dans une logique d'échange inégal. C'est le rôle joué par les achats de titres hein, de pays du Nord par les pays du Sud qui dégagent des excédents commerciaux importants. Hein, puisque de cette manière-là, lorsque un pays dégage un excédent commercial et qu'il utilise cet excédent pour acheter des titres des pays du Nord, eh bien il subventionne hein, la consommation et il subventionne le niveau des titres, enfin il pousse à la hausse le niveau des titres dans les pays du Nord. Donc là, il y a aussi un circuit que je n'ai pas abordé et il faudrait en discuter pour être plus complet. Alors, voilà, donc conclusion. Hein, la mondialisation est un des canaux de la financiarisation, certainement pas le seul. Hein, et là je parle uniquement de la financiarisation des firmes non financières, à la fois comme source de profit, c'est-à-dire capacité de faire remonter de la plus-value dans les chaînes globales de marchandises, mais aussi une explication de la financiarisation, entendue comme le paradoxe des profits sans accumulation, dans la mesure où c'est une incitation à investir plutôt à l'étranger, à investir ailleurs, plutôt qu'à investir de manière domestique. Si vous voulez, il y a un shift possible vers l'investissement étranger. Il y a également l'histoire de la demande d'actifs par les pays du Sud qui génèrent des excédents, qui est un autre canal de rapport entre mondialisation et financiarisation. Voilà, donc c'est quelques éléments empiriques qui nécessiteraient d'être approfondis, mais ça donne une idée de cette hypothèse. Je vous remercie.